On pouvait se demander dans le débat que nous avons et dans les nominations des différents gouvernements jusqu'à quel point finalement la copie qui nous était proposée ce matin était assumée par vous comme un projet que vous revendiquiez, vu qu'on avait à un moment donné aussi cru comprendre que vous n'aviez pas eu le temps de le modifier et qu'il fallait le transmettre ce matin pour correspondre aux 70 jours. Je dois dire, Monsieur le Ministre, que si je reprends vos termes, vous dites que le projet de budget que nous présentons est responsable dans son ambition de redressement, équitable dans la répartition de son effort, réaliste dans ses orientations. C'est un budget lucide et responsable qui concilie les urgences d'aujourd'hui et les besoins de demain. On peut donc considérer que ce que nous avons à dire aujourd'hui sur le budget correspond à ce que vous souhaitez en réalité et que, au final, vous ne souhaitez pas qu'on s'éloigne par trop d'un budget que vous considérez comme aussi excellent. Du coup, ma première réaction, c'est d'abord un sentiment que vous ne répondez pas avec ce budget à toutes les urgences de l'heure. C'est son premier défaut, c'est peut-être son défaut le plus important. Vous ne répondez pas à la question du dérèglement climatique, dont on sait que, d'après toutes les économistes les plus sérieux, je pense à Pisani-Ferry, mais pas que, il faudrait 37 milliards de plus simplement de dépenses de l'État pour arriver à respecter les accords de Paris, alors que pour la deuxième année successive, les investissements privés et publics vont certainement diminuer en France. Et je pense, Madame la Ministre, que vous évoquiez quels seront les comptes à rendre que nous pourrions avoir à vos successeurs si nous n'équilibrions pas les budgets pour réduire le déficit. Je me pose la question vis-à-vis de la dette écologique. La deuxième chose, qui ne relance pas la question cruciale de la relance avec les problématiques d'une consommation intérieure qui est en berne cette année, qui réduit la croissance, avec une consommation, je le répète, qui pèse pour la moitié du PIB en France, mais aussi qui a un impact en termes de fermeture d'entreprises qui sont en train de se multiplier ces derniers temps. Et troisièmement, il ne répond pas à la nouvelle donne de l'heure. La nouvelle donne de l'heure, c'est que le système aujourd'hui ne s'appuie plus depuis l'élection de Donald Trump sur le libre-échange, mais sur une concurrence entre des blocs politico-économiques qui nous obligent à une plus grande souveraineté industrielle, à reconquérir des souverainetés industrielles dans une industrie qui aujourd'hui pèse moins de 10% du PIB. Je ne vois trace, j'ai entendu que c'était un objectif que vous assignez, Monsieur le Ministre, mais je ne vois trace dans votre budget de ce qui permettrait justement de tels investissements en dehors de la question militaire pour relancer notre industrie, pour relancer notre souveraineté agricole, etc. Et enfin, vous, pour la réduction des déficits, finalement, vous avez recours toujours aux mêmes recettes, c'est-à-dire la baisse des dépenses publiques, sans guère toucher, je vais y venir, à la question des recettes et notamment des cadeaux fiscaux au plus haut patrimoine et aux très grandes entreprises, alors même que ce sont les recettes qui nous manquent, moins 3 points de PIB depuis 2017, alors que les dépenses publiques de l'État, elles, sont stables. Une fois dit ça, je remarque plusieurs choses. D'abord, c'est une copie finalement qui ne s'éloigne pas beaucoup du budget de François Bayrou, qui nous avait été présenté, et budget qui avait, contribué, je crois, au fait que François Bayrou n'avait pas eu le vote de confiance de l'Assemblée nationale au mois d'août. Cette copie ne s'en éloigne pas, finalement, à part les 2 jours fériés de suppression, mais à laquelle on pouvait s'attendre et qui ont été annoncés depuis longtemps. Le renouvellement de la contribution exceptionnelle des grandes entreprises, qui a été divisée par 2, et la reprise anticipée de la suppression de la CVE, qui, quelque part, la compense en partie. De même, la taxation sur les holdings que vous venez d'ajouter, Madame la Ministre, j'ai entendu votre plaidoyer sur le fait qu'il n'était pas normal que les ultra-riches puissent, j'allais dire, déporter une partie de leurs revenus vers leur patrimoine, y compris professionnel, pour au moins payer d'impôts. Mais ce que j'observe, c'est que la taxe que vous proposez là exclut, au niveau des biens professionnels, rien que moins que les titres de participation, les immeubles d'activité, les investissements, les placements dans les PME, etc. Une liste longue comme un poème de Prévert qui exclut en réalité 95% des biens professionnels et qui ne répond donc pas à la problématique qui existe depuis que ceux-ci ont été exclus de l'ISF en 1981, ce qui fait d'ailleurs que vous l'admettez vous-même, cette taxe est à hauteur de 1,5 milliard alors que la taxe Zuckman qui a le même objectif aurait un rendement de 15 à 20 milliards. Donc je voudrais déjà que tout à l'heure vous me répondiez à cette première question. En quoi une taxe inopérante va renforcer la justice fiscale? La deuxième chose que je constate, c'est qu'en fait, l'effort des plus riches et du capital, qui représentait environ 10 milliards d'euros, soit 20% de l'effort dans le budget 2025, ne représente plus ici que 5,9 milliards d'euros, soit moins de 15%. Il y a 4 milliards de diminution, en réalité, de l'effort qui est demandé.
à ces ultra riches ou à ces très grandes entreprises, c'est-à-dire moins 4 milliards d'euros de contributions exceptionnelles pour les grandes entreprises, moins 1 milliard d'euros de la CVAE, moins 0,5 pour la CMA-CGM et plus 1,5 pour la taxe holding. Il y a donc une diminution en réalité de cet effort demandé. Deuxièmement, les niches fiscales, vous dites, Madame la Ministre, il y en a 20 que nous avons repérées. Le petit problème, c'est que les plus importants, je ne les vois pas dans votre texte. Sur le crédit impôt recherche, sur le crédit d'impôt pour salariés à domicile, sur la niche du trade. À l'inverse, on parle de s'attaquer à des niches, 10% d'abattement sur les retraites devenues un abattement forfaitaire. On parle aussi, par exemple, de toucher la fiscalisation des indemnités journalières pour les affections de longue durée. Je ne suis pas sûr que ça soit l'urgence. La suppression de la réduction d'impôt pour les frais de scolarité, etc. Donc, en réalité, les niches que vous attaquez sont des niches qui concernent la plus grande partie des Français, classe moyenne, même classe défavorisée, et non pas ceux qui devraient être la cible de votre budget. Et enfin, je remarque une chose, c'est que cette politique qui vous amène à baisser les dépenses publiques va avoir un effet récessif qui va avoir un effet négatif sur la consommation intérieure. Tout à l'heure, le président Moscovici a expliqué qu'elle pouvait se monter à une baisse de croissance de 0,6 points, ce qui n'est pas rien, avec là aussi des données qui ne changent pas, là pour le coup, par rapport au projet de loi Bayrou, puisque nous avons l'ensemble des taxes qui vont toucher indifféremment la population, petits colis, vapotage, explosion des droits de timbre pour les titres de séjour ou l'aide juridique. Là, je me demande quel est le clin d'œil que vous adressez pour faire une mesure qui est aussi discriminatoire, dans un moment où, d'ailleurs, je vous rappelle que vu les difficultés des préfectures, on a plutôt les personnes qui en sont à demander soit un titre de nationalité, soit un titre de séjour, en sont à attendre des fois plus de 6 mois pour l'obtenir. Augmentation de la TVA pour les auto-entrepreneurs. S'ajoute, même si ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais on est quand même obligé de l'aborder, toutes celles prévues par le PLFSS, 13 milliards de baisse des dépenses, dont 7 milliards sur la dépense de la santé, taxe sur les malades d'affection longue durée, augmentation de franchise médicale, réduction de la durée des arrêts de travail, non-indexation des barèmes de l'IR et de la CSG qui vont faire en sorte que 150 000 foyers vont rentrer dans l'impôt. Et enfin, mesure phare évidemment, l'année blanche sur les prestations et pensions avec la sous-indexion jusqu'en 2030, donc quelque chose qui est injuste, qui touche la plupart des Français et qui encore plus aura un effet récessif. Sur les ministères, vous l'avez dit vous-même, ou en tout cas c'est dans votre texte, a priori le périmètre des dépenses de l'État augmente de 10,5 milliards d'euros. Sauf que si on tient compte des 6,7 milliards qui sont celles de l'augmentation du budget de l'armée, des 5,7 milliards de la contribution au budget de l'Union européenne, en réalité, les budgets de l'État diminuent de 6 milliards d'euros en tenant compte de l'inflation et touchent de manière très forte plusieurs ministères. Je ne referai pas la liste, il est dans le tiré à part qui nous avait été donné. Enfin, il y a un plan d'austérité de 5 milliards d'euros sur les communes et services locaux qui est prévu, avec donc, tout ça trace donc un budget qui se révèle un budget autant d'austérité que le projet Bayrou et encore plus inégal, j'ai essayé de le montrer tout à l'heure. J'ai quelques questions précises à vous poser. Le texte transmis affiche une augmentation des dépenses des ministères de 0,2% en volume, mais si on y soustrait l'augmentation du budget consacré à la défense, soit 6,7 milliards d'euros, ce sont, après inflation, 6 milliards d'économies. Contrairement à l'année dernière, les économies ne sont pas présentées ici en fonction de l'évolution tendancielle des dépenses, donc budget Barnier et budget Bayrou l'avaient emprunté, mais en comparaison brute des deux budgets, des budgets 2025-2026. Est-ce que du coup, vous pourriez nous donner le taux d'évolution tendancielle des dépenses retenues pour 2026, qu'on ait une comparaison à peu près, j'allais dire, normale avec le budget, ce qui avait été affiché par le budget Bayrou. Deuxièmement, Madame Montchalin, je vous avais interrogé l'an dernier sur le montant des charges de service public pour les énergies renouvelables. En effet, chaque année, leur montant vient fausser le montant des crédits de la mission écologie. Vous nous aviez indiqué qu'une mesure de périmètre allait être proposée pour que la ligne consacrée à l'écologie soit plus lisible. Cette mesure est bien là, mais sauf erreur, elle ne concerne pas le soutien aux énergies renouvelables. Quel est donc le montant prévu pour les énergies renouvelables en 2026 ? Quelle est la part de l'augmentation du budget de l'écologie hors de votre contrôle direct ? J'aimerais également savoir une chose. Monsieur le ministre, Premier ministre, tout à l'heure, a annoncé que le coût de la suspension provisoire de la réforme des retraites serait de 400 millions d'euros et qu'il devrait être financé par des contreparties. Est-ce que je pourrais savoir quelles sont les mesures qui viendront compenser ce coût de 400 millions d'euros, si vous les avez déjà, ou est-ce que vous travaillez sur cette compensation qu'il a annoncée tout à l'heure ? Et enfin, je voudrais savoir si, au cas, même si c'est le PLFSS, mais vous avez dû y réfléchir, le ministre tout à l'heure a balayé l'argument des ordonnances en cas de dépassement du budget de 70 jours pour le PLF et de 50 jours
pour le PLFSS. N'empêche, on est quand même obligé à un moment donné de se dire que c'est possible. Je voudrais savoir si c'est le cas pour le PLFSS. Est-ce que le gouvernement s'engagerait à déposer un projet de loi ad hoc pour suspendre provisoirement l'application de l'allongement de l'âge de la retraite, puisqu'il a été promis, mais que si on reprend le texte initial, évidemment, l'amendement n'y figurera pas. Et enfin, puisque j'ai entendu, Madame la Ministre, que vous aviez dit que ce budget est un projet qui deviendra le budget du Parlement. Pour ça, il y a quelques contraintes à lever. Est-ce que sur les amendements adoptés en matière de dépenses, vous vous engagerez à relever le gage et à reprendre le gage? Merci.